Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14. Bienvenue à ce nouvel épisode des Warscroll Academy. Aujourd'hui pour vous, on a les hommes poissons, les Idonettes Deepkin. Et j'ai avec moi, comme toujours, Alex de Adeptus Coaching. Salut Alex. Comment ça va, Xavier? Ça va super bien. Guys, je vous rappelle encore une fois que Alex a son service de coaching, Adeptus Coaching. Allez voir ça dans la description sous la vidéo. Là. Le lien est là pour la page Facebook. On y retrouve toutes sortes de choses. Tu publies généralement des vidéos aussi, des stratégies, tout ça. Puis tu offres quand même une bonne gamme de services au niveau coaching, là, des entrevues un à un, des aides pour des listes, des choses comme ça. Super intéressant. Exactement. Donc, allez checker ça, c'est super. Pour aujourd'hui, on y va avec notre top 3 des Warscroll de la faction. Et on a aussi quelques Warscroll aussi qui sont un peu underrated, peut-être qui pourraient ouvrir votre jeu si vous êtes des amateurs des Idonettes Deepkin. Donc, Tout à fait. on commence en force avec une unité qui est là depuis... le début, c'est sûr que Idonette n'ont eu qu'un seul livre, donc il dure, il endure depuis déjà bien longtemps. Donc là, on a les Morsargardes. Exact. Ben, en fait, comme tu l'as dit, là, c'est un livre qui commence, même si c'est relativement un jeune livre, commence à montrer son âge par rapport aux nouveaux qui sont sortis, d'où l'importante mise à jour d'Amorati au niveau de plusieurs Oui. Warscroll, plusieurs autres règles. Mais une chose est sûre, les morts sans regard, en fait, c'était et c'est encore un staple de plusieurs listes d'honnêtes. C'est la principale force de frappe pour plusieurs. C'est une unité là, qui est très, très mobile. C'est une unité qui peut frapper très, très fort. Donc, je pense qu'à tout point de vue, si on pense à Idonette, on pense à Morsargard. Et ça va de pair avec un Source Crier qui peut les amener sur le flanc, par exemple. C'est une unité qui peut dealer une fois par partie des Mortal Wounds. C'est une unité qui, sur la charge, est absolument dangereuse. Et si on le jumelle, entre autres, avec Volturnos, par exemple, pour avoir un nombre d'attaques vraiment important de plus, on est capable à ce moment d'avoir une force de frappe, même si on a juste 3 modèles. Pour un bon tour 3 là, dans la high tide pour les Deepkin, ça devient une force de frappe qui peut faire extrêmement mal à beaucoup de choses. Les Morsargardes excellent vraiment dans leur rôle, hein, avec Ouais, un Achillean King ou Volturnos. Elles deviennent Battle Line, et c'est une ouais, Battle Line qui bouge de 14 et qui vole. Donc, très 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 oui. mobile, et va aller où ce qu'elle veut, frapper où ce qu'elle veut aussi. Exact. Tour 2, on peut courir et charger, fait que ça augmente encore plus ces possibilités-là. Tour 3, on frappe en premier. Tour 4, on peut également retraiter et charger. Fait que tu sais, là, on commence à avoir vraiment une unité qui est mobile, qui peut bouger, qui peut frapper, qui peut aller où est-ce qu'on veut. Fait que c'est pour ça, tu sais, je pense que encore une fois, ça reste un staple de beaucoup de listes. Ça risque d'être encore pour plusieurs parties, plusieurs mois. Mais je pense qu'ils vont avoir des challengers, en fait. Là. On va le voir plus tard dans Oui, les War Scrolls, peut-être un peu plus underrated. Là. absolument. Mais il va avoir un petit peu de challenge. Puis, on parlait, tu l'as mentionné tantôt, mais quand on parle de Morsargarde, les listes de spam de Morsargarde, tout Ouais. ça, on a aussi un gros coupable là-dedans, et c'est notre prochain Warscroll, c'est Volturnos, le Hiking of the Deep lui-même. Ben, Volturnos, en fait, justement, c'est un très bon War Scroll qui vient bien synergiser. Une des, une des choses que déplorent beaucoup de joueurs d'Ipkin, c'est le fait que leur livre n'a pas vraiment beaucoup d'habilité de commandement, avec raison. On a justement donc les Achillean King et Volturnos qui ont un peu le même habilité, mais avec une version différente. Volturnos, c'est la plus puissante. On parle là, de 3 unités qui peuvent avoir des attaques de plus lors du tour 3 en 18 pouces. C'est une attaque pour tous les profils par point de commandement dépensé. Donc, ça devient intéressant donc d'acheter un point de commandement ou d'avoir un bataillon pour augmenter son nombre de points de commandement. Donc, si on regarde sur des Morsargardes, une attaque de plus à tous les profils d'armes, ça devient beaucoup. On va voir d'autres unités qui s'en viennent prochainement avec d'autres attaques de plus sur tous leurs profils. C'est Mhm. vraiment intéressant. Euh, Son habilité aussi qui peut ignorer les sorts qu'il cible sur un 3+, c'est relativement intéressant aussi. Donc, ça peut le protéger un peu dans certains scénarios où les personnages doivent marquer. Ce qui protège aussi Volturnos, c'est les règles, dans le fond, que on doit absolument tirer la cible la plus proche contre les Donettes. Donc, ça fait que c'est un héros
qui est fiable, qui va buffer l'armée. Oui, c'est au tour 3, fait qu'il faut le garder en vie jusque-là, mais on a quand même des outils intéressants pour le faire. Alors qu'un Killian King normal n'a pas cette même protection contre les sorts, par exemple. Fait que juste ça, c'est intéressant. 3 unités de façon automatique qui vont avoir une attaque de plus par point de commandement utilisé. C'est vraiment intéressant. L'attaque aussi, donc, son épée, le l'Astra Solus, sur un 6 pour toucher. Bien sûr, c'est une vieille version, fait que c'est un 6+. Donc, ça peut être modifié de deux côtés. Fait que tout ce qui va causer un -1 to hit ou plus, ben, va nullifier cette habilité-là. Mais quand même, l'attaque sur un 6 pour toucher fait -5 to rend. Donc, c'est intéressant quand même. Là, le -5, c'est comme une blessure mortelle sans nécessairement avoir de blessure mortelle. Donc, c'est des belles habiletés sur War Scroll qui datent un peu, qui montrent son âge de par certaines formulations, mais qui reste un point central pour une armée Deepkin qui pour avoir vraiment un tour de frappe exceptionnel au niveau du tour 3, par exemple. C'est pas rare de voir les joueurs Deepkin banquer des command points jusqu'au tour 3. Généralement, dépenser 3 d'un coup à ce point-là et donner plus 3 attaques sur tous les profils, c'est vraiment incroyable. Surtout que... Ouais, exact. Volturnos a eu un petit buff sur le côté, sur le side, par Broken Realms Moratti, ne serait-ce que par le trait de monture qui peut lui donner un -1 to hit en combat. Donc, on l'a dit, il est bien protégé au niveau du tir, bien protégé au niveau de la magie. Ce qui nous restait, c'était peut-être d'aller le chercher nous-mêmes avec une unité rapide en combat et de le tuer. Un -1 to hit vient le protéger encore. Et ouais, c'est quand même 8 points de vie à 3+ sauvegarde, c'est quand même correct. Au besoin, on dépense un point de commande pour lancer les 1 pour la sauvegarde. Il y a quand même, là, tu sais, ça reste que c'est un bon War Scroll dans une armée comme celle-là qui est mobile. Puis tu sais, justement, on parle des points de commandement, mais c'est pas une armée, même s'ils n'ont pas beaucoup, alors, je pense que c'est la seule habilité de commandement que l'armée a de base, c'est pas une armée qui est vorace en point de commandement. Tu bouges tellement vite que ton 6 pouces pour une course, tu t'en serviras pratiquement jamais. Tes unités d'anguilles, dans le fond, autant tes Schlaen que tes Morsards, tu peux relancer tes charges. Tu vas avoir aussi un buff pour la Bravery. Fait que, tu sais, t'as pas nécessairement, c'est pas une armée qui est gourmande en point de commandement. Fait que, justement, banquer ces points-là pour un gros tour où tu vas frapper en premier avec un nombre d'attaques impressionnant, ben là, ça peut vraiment faire virer la partie de bord. Parce que tu parles, on parle de 3 tours, donc 3 points de commandement. Si j'ai un bataillon, le Achillean Corps, par exemple, qui inclut toutes ces unités-là, et un point de commandement qui peut être acheté, qui peut être payé, ça peut être plus 5 attaques par profil pour 3 unités. Fait que ça devient vraiment intéressant à ce niveau-là. Absolument, absolument. Donc, Volturnos et les Morsargardes étaient vraiment un combo depuis le début du livre, sont restés au top, sont encore, je dirais, pas mal au top de leur livre, mais Broken Realms Moratti a amené une vague de fraîcheur avec des nouveaux War Scrolls pour certaines unités. Et notre troisième pick pour le top 3 en fait partie, c'est la tortue elle-même, le Achillean Leviathan. Oui, c'est qui est encore une fois, je pense, c'est le plus beau modèle de toute la gamme. En fait, là, c'est une superbe figurine qu'on voyait pas assez souvent parce que justement, ses règles étaient très ordinaires, mais a reçu une cure de beauté en fait là, avec, comme tu l'as dit, Broken Realms Moratti là, puis parce que pas juste au niveau du dommage, mais qu'est-ce qu'elle apporte dans l'armée, les traits de monture qu'elle a gagné aussi là. En fait, ce qu'il faut savoir de ce War Scroll là, premièrement des choses. Pour un gros monstre, c'est quand même très mobile, donc 10 pouces de mouvement, vraiment intéressant. A gagné un bon boost au niveau des attaques de tir. Donc, c'est un War Scroll qui avait 3 attaques de tir au préalable, c'est rendu à 8. C'est quand même du 3+, -1. Fait que pour des petits héros, pour des petites unités, là, ça peut vraiment faire une différence. C'est du chip damage qu'on appelle, toujours un peu plus de chip damage partout, ça s'accumule. Ben exact, tout à fait. Là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et moi, en fait, là, oui, tu as des Mortal Wounds sur des 6 avec sa Crushing Jaws, ça c'est intéressant. Ça a été abaissé de 6 à 3. Par contre, on a gagné une attaque. Fait que, un peu plus, ça vient relativement s'équivaloir. Mais pourquoi la tortue a vraiment grimpé dans la hiérarchie des War Scrolls pour les Donettes? C'est en fait 3 raisons majeures, en fait. La première, c'est sa table de dommages qui est extrêmement permissive. On parle d'un modèle que 16 wounds, mais ne commence pas à dégrader avant d'en avoir subi 9. Donc, les 8 premières blessures, il est à 2+ de sauvegarde.
Donc ça, c'est vraiment intéressant. Combiné avec la deuxième raison pourquoi on les prend, c'est les traits de monture. On peut donner ignore un Drend. Donc à 2+ sauvegarde, ignore un Drend. On est pas mal dans du éthéré, on est pas mal dans c'est des blessures mortelles ou rien contre ça. Là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et la troisième raison pour comprendre ça, c'est la règle Void Drum qui a reçu aussi une cure de beauté. Avant, Void Drum c'est un aura qui donnait du cover. Mais ça venait exactement la même habilité que le tour 1 des tours 5 aussi. Fait que ça venait nullifier cette règle-là. Mais maintenant, c'est pas la règle cover, c'est que ça ajoute 1 aux sauvegardes aux unités en dedans de 12 pouces. Puis ça vient aussi synergier avec, entre autres, là, des Namarti, donc les Reavers ou les Namarti Troll, plus 1 tweet dans le fond aux unités Namarti. Mais le +1 de sauvegarde est absolument monumental. Donc, c'est sûr que c'est les unités, je pense, qui ont 8 wounds et moins de mémoire, là, si je ne me trompe pas. Fait que c'est pas tous les modèles qui ont accès à ce +1 de sauvegarde-là. Mais je veux dire, c'est vraiment une règle qui est super bonne. Et il y a aussi moyen d'augmenter la portée de cette aura-là à 15 pouces avec un autre trait de monture que Moratia a apporté aussi. Oui. C'est une belle pièce centrale pour protéger des unités tout en faisant du dommage à distance, puis aussi au corps à corps. Là, quand on parle du tour 3 avec Volturna, c'est une tortue qui soudainement tombe avec 7 attaques de Crushing Jaws, qui fait 3 Mortal Wounds sur un 6, qui touche sur du 2+, blesse sur du 2+, moins 2 de 23 de dommages. Ouais, ça peut faire mal. Ça commence à en faire du dommage. Exactement. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, autant que la tortue, on la voyait peut-être pas tant que ça avant, je pense que maintenant, sans prendre l'expression auto-include, je pense qu'en voir une par liste, ce sera pas un hasard. Non, absolument. Puis tant mieux, c'est leur centerpiece model. On veut le voir sur la table, ce modèle-là. Puis j'espère que Games Workshop vont continuer dans cette allée-là au niveau des profils dégradants pour les monstres. C'est la bonne façon de les faire. On l'a vu avec ce War Scroll-là. On l'a vu aussi avec les Mega Gargants. Hein? Un profil de monstre qui dégrade après 3 ou 4 wounds. Non, on veut sentir que ça prend un certain temps avant qu'il commence à se dégrader. Puis c'est correct qu'il dégrade aussi. Mais quand il dégrade trop vite, ça prend juste petit peu de dégâts, puis on vient de perdre le plus gros du War Scroll. Fait que... Exact. En fait, ce War Scroll-là, vraiment, on commence réellement à subir les conséquences des blessures quand on subit 12 blessures. Parce que de 9 à 11, on parle de moyenne de sauvegarde de 2 à 3, ce qui, à l'origine, il y avait 3+. Et également, on va perdre un dommage pour une attaque, puis sa Crushing Jaw touche sur du 3 et sur du 2. Fait que c'est quand même encore très, très, très correct. Fait que c'est vraiment à partir, pour subir 12 wounds d'un modèle sur du 2+, ça prend de l'énergie, mettons. Absolument. Exact, ouais. Fait que c'est probablement un des nouveaux War Scroll, comme tu le dis, qu'on va voir beaucoup plus souvent sur la table. Absolument. Qui vient rivaliser un peu les anciens combos du livre. C'est notre top 3 des War Scrolls pour la faction. On a par contre aussi d'autres War Scrolls qui, la plupart ont eu droit à une cure de beauté aussi dans Broken Realms Morathi. Et on sent que c'est des War Scrolls qui vont avoir une resurgence, qu'on va les voir beaucoup plus souvent sur la table. On a les Ishla Guard qui étaient pas mauvais, étaient vus aussi là, parfois à travers des unités de Morsargarde, mais qu'avec les nouvelles synergies, principalement le Leviathan, ont comme retrouvé un certain rôle encore plus prononcé. Ouais, en fait, moi, depuis le début du livre, j'étais plus un joueur Ishla, je joue pas d'Ipkin, mais j'étais plus un fan des Ishla versus des Morsards. Mais ça va dans mon style de jeu qui est peut-être plus défensif un peu, qui est peut-être plus, j'aime mieux encaisser que d'être très très virulent, mais être plus fragile. Ishla, justement, c'est une unité, en fait, là, pour ceux qui ne savent pas, qui ignore le rend. Donc ça, juste à la base, c'est une habilité qui est monumentale. Mais là, on va la combiner avec la tête, donc le tour 1 et le tour 5, on tombe en cover, fait qu'on tombe à 3+, et on ignore les modificateurs négatifs de rend. Et avec la nouvelle habilité de la tortue, là, qui n'est plus en compétition avec la règle de la tête, on peut avoir des Ishlaen qui sont à 2+, et qui ignorent le rend. C'est insane si on ajoute à ça le fait qu'au tir, par exemple, on doit cibler l'unité qui est la plus proche, mais on tombe avec des unités qui, juste 3 Ishlaen,
peut faire dérailler une phase de tir complète d'une armée comme des Caradrons, par exemple. D'une armée, tu sais, donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est une unité qui va aussi gagner son bonus de +1 de sauvegarde lorsqu'il charge. Donc, lorsqu'il charge et qu'on a Léviadon qui est en 12 pouces, 15 avec le trait de monture, on peut avoir donc encore des Schlann qui sont en 2+ sauvegarde. Ou on les met dans du cover. Ça devient facile d'avoir une unité qui est extrêmement tanky, puis qui peut justement causer beaucoup de problèmes et qui n'est pas nécessairement mauvaise au corps à corps. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas dans la même taille que les Mortsards, mais c'est quand même beaucoup d'attaques. Et encore une fois, avec Volturnos, on est capable d'aller chercher des profils vraiment intéressants, ne serait-ce que pour 3 anguilles au besoin. Fait que, tu sais, je pense que c'est une unité qui, moi, honnêtement, j'ai longuement hésité. Est-ce que je mets ce Scroll-là dans les top 3 ou je le mets dans les underrated? Mais juste parce que je pense qu'on commence à avoir l'impact de Moratti. Je pense que je le place encore dans underrated, mais je pense qu'il va déloger les Mortsargardes éventuellement dans les listes plus compétitives. Je pense pas que c'est un War Scroll qu'on pourrait spammer au même titre que quand on spammait les Mortsards, mais c'est clairement un War Scroll que avoir quelques unités par-ci par-là, je pense qu'en savoir bien les utiliser peuvent, comme tu le disais, dérailler des armées au complet. Là. Ouais. Je pense que si on construit... En fait, je pense que la balance entre avoir quelques Mortsards, quelques Schlann peut être bien. Mais moi, personnellement, j'irais plus avec une base d'Ishlan avec quelques unités de Mortsards pour être un peu plus agressif à des endroits, des moments plus précis. Mais une base d'Ishlan, moi, je pense, versus une base de Mortsard, d'après moi, c'est peut-être plus compétitif de façon générale. Puis ils ont les mêmes traits qui faisaient que les Mortsards sont bons. Battle line, 14 pouces de move, vol, c'est la même chose. C'est encore très, 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 très bon, très prouvé. Là. Donc, très mobile. Très solide. Très solide de ce côté-là. Exact. Prochain War Scroll, on a les requins, un autre des beaux modèles de l'armée qu'on voyait très 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 peu avant et qui ont eu le droit à un nouveau War Scroll dans Broken Realms, Moratti. Ouais, tout à fait, en fait. Puis le requin, je pense qu'en général, c'était un très beau modèle. Puis je pense qu'il y avait de quoi faire avec ça, parce qu'encore une fois, c'est un modèle qui a quand même un bon nombre d'attaques. Et encore une fois, je pense à Volturnos, qui peut tirer son épingle du jeu encore présentement avec des bêtes de 3 attaques, 3+3+, -2, c'est quand même pas rien comme dommage. Donc on ajoute 5 attaques, 4-5 attaques à ça par requin, qui coûte une centaine de points. C'est quand même très respectable. Et là, en plus, de ce qui est une habilité qui n'est pas négligeable aussi, que j'adore, en fait, c'est l'habilité qu'ils ont donnée à leurs Net Launchers, qui fait qu'une unité qui se fait toucher par une attaque, c'est une attaque à 3+3+, pas de rend 3, mais qui touché ne peut pas pile-in plus tard dans le tour. Fait que c'est une façon vraiment de pouvoir empêcher des représailles sur des unités. C'est une belle habilité. Toutes des petites habilités qui viennent nuire au mouvement, moi je pense que c'est des choses qu'on doit avoir dans son armée. Ça ne servira peut-être pas à toutes les parties, mais l'avoir dans son arsenal, moi je pense que c'est vraiment intéressant. Et en plus, tant qu'à ça, ça fait partie du Achillean Corps, qui est le meilleur bataillon en fait d'Idonet. Fait on est obligé d'avoir au moins un requin. Alors pourquoi pas? Fait avoir cet outil-là dans sa poche, vraiment intéressant. Et ça synergise bien avec la règle du bataillon qu'on peut relancer 1 dé par phase. Donc l'attaque que tu vas lancer pour immobiliser le palier d'une unité, tu as un 3+, potentiellement reroll, et tu as juste à toucher, pas nécessairement à blesser ou faire du dommage, c'est juste toucher. Donc, je pense que pour ça, c'est une unité qui est mobile, donc 14 pouces de mouvement aussi, 8 points de vie, c'est pas un profil qui se dégrade, qui a plus de sauvegarde. Donc, ça bouge vite, ça frappe quand même bien, ça tire un peu, ça vient nuire au pile-in. Tu sais, il y a plein de petites choses que ça apporte de façon relativement intéressante. Puis tu sais, en plus, s'il y a une règle, donc on peut avoir plus d'attaques avec la règle Bloodthirsty Predator. Donc, je pense que c'est une belle pièce, c'est une petite unité à avoir, pas basée nécessairement une armée là-dessus, mais tu sais, en avoir 1 ou 2 peut-être dans un bataillon. Oui. Moi, je pense que c'est un bel ajout, en fait, qu'on peut avoir. On le voyait, le Achillean Corps, avant, mais l'Alopex et même la Tortue, à un certain point, était beaucoup plus considéré comme une taxe, malheureusement. Tout à fait. Alors que maintenant, c'est très viable on pourrait avoir juste un Alopex, puis on peut grossir la unit à 2 ou à 3 même, et c'est très, très, très faisable. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, le Net Launcher, très très bon, nouvelle habilité très intéressante, mais à ne pas non plus dormir sur les Harpoon Launchers qui ont gagné en nombre d'attaques aussi, et qui, encore une fois,
ça vient faire du chip damage au shooting qui peut être très 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 intéressant. Fait, pour une armée qui n'avait pas vraiment de tir, là on tombe en 8 attaques pour les Léviadons, 4 avec le Harpoon. Ça paraît. Bon, ça fait effectivement du chip damage. Ça peut faire une petite différence. Ça paraît. Des fois, ça peut être la différence juste d'aller faire quelques wounds à une unité pour aller activer notre habilité d'aller chercher des attaques de plus pour les Alopex. Là. Exact. Fait que absolument. ça peut être très, très intéressant. Fait que oui, c'est le fun de voir plus d'Alopex sur la table, éventuellement. Oui, absolument. Dernier War Scroll, c'est un des Big Boy, le Eidolon of Matlan, Aspect of the Storm. Les deux aspects ont eu le droit à un glow-up. C'était clairement des modèles qui avaient besoin d'un nouveau War Scroll parce qu'on n'arrêtait pas de descendre leurs points, mais ils n'étaient toujours pas vus sur la table. Mais là, je pense qu'ils ont fait vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a de quoi à dire pour les deux, mais je pense que clairement, l'Aspect of the Storm a un petit quelque chose de plus. Ouais, ben tu sais, je pense, en fait, c'est une belle combinaison de règles. Tu sais, quand même 12 points de vie, 3 plus d'armure, bouge à 12, c'est quand même un profil qui est vraiment intéressant. Un profil aussi quand même qui peut faire un nombre de dommages intéressant. Sa grosse arme, en fait, là, on parle de 4 attaques, 3-2, moins 2-2. C'est intéressant. Mais en fait, pourquoi qu'on prend ce modèle-là? Ben, depuis la nouvelle mouture de Moratti, on a un 5+, ignore les mots. Donc, toujours un aspect intéressant. On peut également donc buffer les unités aux alentours, +1 pour blesser. Donc, une autre habilité, on ne crache absolument jamais là-dessus. Des +1 pour blesser, là, c'est vraiment bien. Puis c'est vraiment, ça s'applique à tout ce qui est donné de Deepkin. Et je pense, si je ne me trompe pas, c'est à 18. À Holy Within 18. C'est un bon area pour buffer les roll to wound. Et fait aussi intéressant quand même, c'est pas juste au corps à corps, c'est aussi au tir. Donc, pour justement ton petit chip damage que tu parlais, ben 8 tirs d'une tortue à +1 to wound, c'est du 3-2 moins 1. Là. Oui. C'est quand même intéressant, là, tout à fait. Puis l'autre chose aussi que je trouve en fait vraiment intéressant, c'est tout ce qui est dynamique de charger. En fait, parce que ce modèle-là a une habilité qui s'appelle Crashing Upon the Foe, qui est une habilité qui est vraiment intéressante, qui a plusieurs couches d'habilités. De 1, on se guérit des 3 points de vie quand on charge, toujours bon. 2, et surtout combiné avec le fait qu'on peut retraiter et charger. Donc ça, c'est une façon de se guérir, d'aller où est-ce qu'on veut aller, puis avec un 12 pouces de mouvement, ça se fait très bien. Tour 2, on peut courir et charger, toujours intéressant. Et l'autre aussi, ben, plus une attaque et au dommage de ce modèle-là, l'attaque principale, ça lance son spear, s'il charge aussi. Fait que là, on tombe avec 5 attaques. 3 plus, 2 plus, moins 2, 3. Ça commence à faire du dommage intéressant. Fait que, tu sais, il y a quand même de quoi d'intéressant à faire avec ça. C'est un modèle qui peut causer certains problèmes, qui va se déplacer, qui va vraiment être un genre de missile qui va aller attaquer des unités, retraiter ailleurs. Fait que ça va être une plaie à gérer, puis qui est quand même surprenamment endurant et un profil qui ne se dégrade pas. Donc, moi, je trouve que c'est un War Scroll qui peut être intéressant, qui a de quoi faire avec ça. Très bonne support piece, juste à cause du plus 1 to wound. Et c'est l'un des meilleurs candidats pour recevoir la Cloud of Midnight aussi. Tout à fait. Un très bel artefact. Absolument. Tout à fait. Donc, qui empêche les attaques. Ouais, ben c'est ça. Il peut carrément aller arrêter une phase. Il peut charger quelque chose, le bloquer là, et alors que, mettons, il charge, je sais pas moi, 20 Earthguard Berserker, qui sont très 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 dangereux en combat, va tout simplement activer sa Cloud of Midnight, dire non, vous vous battez pas, et en plus de ça, c'est à votre tour, et vous êtes pris en combat avec moi, tu sais. C'est ça, exactement. Ça peut venir être très tactique dans certaines parties, ou tout simplement arrêter un shooting aussi, alors que c'est le modèle le plus près de l'autre côté. Là. Ben, il y a plein de possibilités, effectivement, avec ce modèle-là. Très bon artefact, beaucoup plus intéressant de le mettre sur un modèle comme ça que sur un petit Soulscryer par exemple, parce qu'on n'avait personne d'autre à qui le mettre. Sur un gros Eidolon of Matlan, ça peut faire une bonne différence. Ouais, absolument. Cool! Ça fait pas mal le tour de nos War Scrolls pour aujourd'hui. Ouais. Laissez-nous savoir en commentaire si vous avez d'autres War Scrolls peut-être que vous trouvez qu'on aurait pu parler dans le livre ou qui étaient peut-être encore plus fort peut-être que les War Scrolls qu'on a mentionnés aujourd'hui. Laissez-nous savoir aussi s'il y a des factions que vous aimeriez voir à l'avenir. Ça va nous faire un plaisir d'aller les analyser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à vous subscribe au channel et à laisser un petit like en bas. Et allez checker le Facebook de Adeptus Coaching, très intéressant.
Sur ce, on vous dit au prochain épisode de Warscroll Academy. Bye bye!